Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire du Conseil canadien de protection des animaux sur les catégories des faits sur le bien-être des animaux. Je m'appelle Sandra McInnes et je suis la directrice des affaires publiques et des communications ici au CPA et je suis aussi la modératrice de cette séance. Avant de commencer, je veux reconnaître que les bureaux du CCPA sont situés sur le territoire non cédé et non abandonné de la nation Algonquin-Anishinaabe, connue sous le nom colonial d'Ottawa, qui abrite aujourd'hui divers membres des Premières Nations et des communautés inuites et métis. Le CCPA reconnaît que le peuple algonquin est le gardien et défenseur traditionnel du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Plusieurs d'entre vous se joignent à nous aujourd'hui de partout au Canada et nous voulons également reconnaître le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui considèrent comme le leur. Plus de participants à interlocuteurs dans le coin supérieur droit de votre écran. Et puisque plusieurs personnes participent aujourd'hui, les micros sont fermés, sauf si de participants à interlocuteurs dans le coin supérieur droit de votre écran. Et puisque plusieurs personnes participent aujourd'hui, les micros sont fermés, sauf si vous désirez poser une question. Vous aurez l'occasion de faire des commentaires au cours de la séance et pendant la période de questions qui suit. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos questions en utilisant la fonction messagerie instantanée ou le chat, ou si vous désirez poser une question verbalement, faites-nous signe en utilisant le chat ou en cliquant sur l'icône participant, puis sur l'icône lever la main. Et nous inviterons à poser une catégorie qui sera à confirmer rétrospectivement. La séance d'aujourd'hui examine le contenu de ces nouvelles lignes directrices qui décrivent notre vision pour améliorer le bien-être des animaux, établit comment elles vont de pair avec d'autres lignes directrices, notamment celles sur les catégories qui sera à confirmer rétrospectivement. La séance d'aujourd'hui examine le contenu de ces nouvelles lignes directrices qui décrivent notre vision pour améliorer le bien-être des animaux, établit comment elles vont de pair avec d'autres lignes directrices, notamment celles sur l'évaluation du bien-être animal et celles sur la détermination des points limites scientifiques. La présentation sera suivie par une période de discussion et de questions. Aujourd'hui, la présentatrice est la Dr. Judith Farley. Établit comment elles vont de pair avec d'autres lignes directrices, notamment celles sur l'évaluation du bien-être animal et celles sur la détermination des points limites scientifiques. La présentation sera suivie par une période de discussion et de questions. Aujourd'hui, la présentatrice est la Dr. Judith Farley. Judith est la directrice de l'évaluation et de la certification du Conseil canadien de protection des animaux. Elle est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine vétérinaire, d'une maîtrise en sciences cliniques vétérinaires et d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie des équidés. Tous ces diplômes lui ont été décernés par l'Université de Montréal, où elle a également effectué un internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires dans le domaine de la médecine et de la chirurgie équine. Depuis qu'elle est vétérinaire, elle a pratiqué en clinique dans les secteurs des animaux terrestres et aquatiques. Elle a occupé divers postes de recherche, de gestion et d'enseignement. Elle est reconnue pour ses compétences en matière de gestion d'équipes multidisciplinaires, de résolution de problèmes et de rédaction de documents officiels, ainsi que pour ses connaissances dans les domaines de la santé de diverses espèces, de l'éthique et du bien-être des animaux. Sans aucune autre formalité, je souhaite la bienvenue à la Dr. Farley. Judith. Merci beaucoup, Pierre, Sandra. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente de passer quelques moments avec vous cet après-midi pour parler de cette ligne directrice sur les catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Donc, je vais vous donner un petit aperçu pour commencer. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment un aperçu des lignes directrices sur les catégories d'effets sur le bien-être des animaux et leur objectif. Puis, je vais expliquer également comment ces lignes directrices-là s'intègrent
aux lignes directrices que vous connaissez déjà sur l'évaluation du bien-être animal et sur les points limites pour atteindre un objectif commun. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est pas de préciser tous les éléments particuliers qui sont contenus dans ces documents-là, mais c'est plutôt de vous donner une vue d'ensemble et de vous expliquer comment ces lignes directrices-là orientent le CCPA vers le futur. Donc, ces lignes directrices sont en fait, ont un objectif de changement culturel. Donc, c'est par l'entremise des nouvelles politiques que nous tentons de réorienter l'attention qui était autrefois portée vraiment sur les procédures que les animaux subissaient, donc avec les catégories invasives, et de mettre plus l'accent sur ce que vraiment l'expérience que les animaux vivent avec différents facteurs là, qui peuvent les affecter. Donc, c'est cette orientation-là qui va être utilisée dans tous les documents futurs, donc les lignes directrices, les politiques et les principes d'éthique. C'est un changement qui est important parce qu'il va être bénéfique aux animaux en mettant l'accent sur eux et non seulement sur les procédures qu'ils subissent. Puis, c'est vraiment des changements qui sont axés sur la valeur et la façon dont on traite les animaux. Donc, on le sait, les animaux, ce ne sont pas des outils scientifiques, donc leur vie est vraiment importante à eux aussi. Donc, c'est vraiment un changement qui s'imposait parce que notre compréhension, en fait, du bien-être animal a vraiment changé au cours des 30 dernières années. Ça a vraiment évolué. Donc, il est maintenant évident que chaque animal peut ressentir une expérience différente, même si c'est des choses similaires là, auxquelles ils font face. Donc, chaque animal, de façon individuelle, peut ressentir les choses de façon différente. Donc, comme tous ceux et celles qui ont travaillé avec des souris, vous pouvez le confirmer, il y a quand même, on peut le voir, là, il y a des différences marquées même entre certaines souches de souris transgéniques. Donc, il y a certaines souches qui peuvent être plus anxieuses que d'autres et tout ça. Donc, ça, on voit déjà qu'il y a une différence là, entre individus. Puis, des procédures qui pourraient sembler même banales, comme l'immobilisation d'animaux là, pour exécuter différentes choses, peuvent être ressenties de façon différente selon l'individu. Comme par exemple, pendant les prises de sang. C'est sûr qu'un animal peut avoir une réaction pendant les premières prises de sang, mais selon l'individu, ça se peut que les prises de sang subséquentes, il les voit venir et qu'il soit de plus en plus anxieux face à ça. Par contre, si on approche avec des récompenses et des choses comme ça se peut que, en fait, les prises de sang ne soient pas aussi traumatiques là, pour un certain individu. J'ai toujours un exemple en tête d'une jument pour laquelle on faisait la même chose que pour les autres juments. Hein. C'était la rentrée dans le travail et de faire des prises de sang, ce qui est quelque chose de pas tellement invasif. Mais cette jument-là avait pris en aversion les prises de sang parce que c'était des prises de sang répétées dans le temps. Et donc, elle ne voulait même plus entrer dans le travail. Donc, on est capable, et ses collègues, elles, rentraient quand même dans le travail pour subir les mêmes prises de sang. Donc, on voit vraiment que selon l'individu, on peut avoir une réponse là, différente. Donc, c'est sûr que le bien-être d'un animal qui est utilisé en science, il va être influencé par d'autres éléments que les procédures en tant que telles qu'on va faire avec lui. Donc, c'est un nouveau concept de bien-être des animaux pendant les activités scientifiques qui était donc requis. C'est pourquoi on met maintenant l'accent là, sur le bien-être. Donc, le bien-être des animaux, c'est un concept qui caractérise la santé physique et mentale d'un animal et sa perception de l'environnement dans lequel il vit. Il y a des progrès importants qui ont été réalisés dans notre compréhension du comportement et de la physiologie et comment ça peut influencer sur la réaction des animaux à leur environnement. On ne pourrait pas tirer de conclusions précises sur le bien-être d'un animal ou confirmer si nos interventions l'améliorent sans avant tout l'avoir mesuré. Donc,
c'est ça. Donc, on s'est donné, en fait, des outils pour être capable là, de l'évaluer. Donc, dans les lignes directrices là, des catégories d'effets sur le bien-être des animaux, c'est comme un nouveau cadre de discussion. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une compréhension qui est normalisée du bien-être des animaux qui peut être établie dans un cadre ou une échelle de pointage pour le mesurer. Donc, c'est la seule façon d'avoir une discussion structurée sur un concept. Donc, les catégories d'effets sur le bien-être sont principalement un cadre national qui sert à promouvoir une compréhension commune du bien-être des animaux et des différents facteurs qui peuvent l'influencer. Mais comme vous allez le voir, c'est pas juste une équation mathématique, là, c'est vraiment une question de jugement. Et puis, comme chaque institution est différente, il y a des façons différentes là, d'aborder la question. Donc, on va aborder ce sujet-là là, dans le reste de la présentation. Donc, c'est quoi les objectifs principaux des lignes directrices sur les catégories d'effets sur le bien-être des animaux? En fait, vous allez voir dans la présentation, je vais vous parler qu'il y a une partie de cette réflexion-là qui doit se faire avant de débuter une étude, donc à la rédaction du protocole. Il y a une partie qui doit se faire pendant l'étude, puis il y a une partie qui doit se faire après l'étude de façon rétrospective. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, les lignes directrices veulent sensibiliser les auteurs de protocoles aux facteurs qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le bien-être des animaux. On veut aussi améliorer la surveillance des activités scientifiques par le Comité de protection des animaux. Donc, vous savez que le rôle, c'est de comprendre les diverses activités auxquelles participent les animaux et les effets potentiels qu'elles peuvent avoir là, sur leur bien-être. Elles veulent aussi offrir un cadre plus structuré pour établir une collaboration entre les auteurs de protocoles et les comités de protection des animaux pour qu'ils puissent comprendre le bien-être des animaux et l'améliorer. Le cadre a vraiment pour but de diviser ce concept en étapes qui sont gérables pour en faciliter la mise en œuvre. Donc là, vous allez voir, on va regarder ensemble là, des façons là, de le décortiquer, en fait, là, ces lignes directrices-là. Donc, on commence par une révision des protocoles. Donc, on va faire la prédiction de l'attribution prospective des catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Donc, comme vous avez pu le voir dans les lignes directrices, il y a 3 points qui peuvent avoir un effet sur le bien-être des animaux au cours d'une activité scientifique. Donc, il y a des points, en fait, dans ces 3 points-là, il y a des caractéristiques de l'environnement qui vont avoir différents facteurs. On va les voir ensemble. Il y a des caractéristiques qui concernent les animaux, puis il y a des caractéristiques qui concernent les procédures scientifiques. Donc, là-dedans, il y a eu 16 facteurs qui ont été déterminés qui peuvent affecter le bien-être des animaux, là, qui sont divisés là, dans ces 3 points-là. Donc, les effets sur le bien-être. Donc, on a des caractéristiques qui sont liées à l'environnement. Donc, l'hébergement et les soins. Et pourquoi il y en a certains qui sont en caractère gras, c'est juste que je vais y revenir un petit peu pour vous donner des exemples. On a le déplacement et le transport. Hein. On sait que déplacer les animaux, que ce soit du lieu où ils ont été conçus vers une institution ou même d'un local à l'autre dans l'institution même, ça peut avoir des répercussions là, sur le bien-être des animaux. On a des caractéristiques qui sont propres aux animaux aussi, comme l'espèce, la souche ou le sexe. On en a parlé un peu brièvement tantôt, là, des souches, là, différentes souches de souris, par exemple, peuvent avoir des caractéristiques différentes. L'âge et le stade de développement aussi, ça peut jouer. Si on travaille avec des animaux domestiques versus des animaux qui sont non domestiques. Le bien-être inhérent de l'animal. Donc, est-ce qu'on travaille avec des animaux qui sont des modèles de maladie? Hein? Donc, le bien-être n'est pas tout à fait là, déjà quand on débute nos études. Le statut énergétique ou l'état de chair, hein, selon la cote là, normalement de 1 à 5, est-ce qu'on a un état de chair qui est 3, donc qui est idéal, ou on est dans les deux extrêmes? Les bouleversements sociaux aussi, je vais y revenir un petit peu plus tard. Les expériences antérieures, hein, les points limites cumulatifs, ça aussi, on va regarder ça un petit peu plus tard. Le tempérament de l'animal.
On a aussi des caractéristiques au niveau des procédures scientifiques. Donc, la procédure en tant que telle, ça peut toucher ce que vous faisiez auparavant, là, les catégories invasives, en fait. Ensuite, on a la surveillance. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme surveillance? Est-ce que c'est rapproché? Puis, ces méthodes de surveillance-là, est-ce qu'en tant que telles peuvent engendrer un stress? Un stress, ça, c'est possible. Tu sais, si on doit vraiment bouger la cage, enlever le couvercle, là, ça peut, les méthodes de surveillance peuvent être un stress en tant que tel. Méthode de mise à mort sans cruauté, hein, ça aussi, très important. Installation où l'activité se déroule. Est-ce qu'on est dans le champ, dans une étable, ou est-ce qu'on est vraiment en laboratoire? Les compétences et l'expérience du personnel. Hein. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que plus les gens ont de l'expérience et des compétences, là, moins, en fait, ça nuit au bien-être des animaux. Et l'habituation et l'entraînement de l'animal aussi peuvent jouer. Donc, ici, on a un tableau qui nous permet de faire l'évaluation de chaque facteur. Donc, je ne les passerai pas avec vous, là, vous pouvez le retrouver dans les lignes directrices, mais on va avoir les catégories d'effets sur les bien-être qui vont être notées en lettres aussi. Donc, A, B, C, D, E. Ici, dans le fond, c'est à vous de faire un discernement, de faire un jugement parce que c'est pas le CCPA qui vous dira qu'est-ce qu'on considère comme une fréquence faible ou une durée qui est courte, moyenne, longue. C'est vraiment à vous de déterminer ces choses-là là, au sein de votre institution parce que toutes les institutions, dans le fond, sont différentes. Donc, ce sera à vous de travailler là, avec toutes vos instances, le comité de protection des animaux là, pour déterminer ça. Donc, c'est ça. C'est toute l'équipe, là, comme je disais tantôt, les auteurs de protocoles, les vétérinaires, les membres du comité de protection des animaux qui vont collaborer là, pour arriver à une conclusion là, à ce sujet-là. Je vous disais que j'allais vous donner un petit peu quelques exemples. Donc, si on regarde le facteur qui est hébergement et soins. Donc, pour ce facteur-là, on peut avoir une catégorie de B à E. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de catégorie A? C'est que quand on a des animaux qui sont dans un contexte scientifique, eh bien, c'est sûr qu'on a déjà un effet sur leur bien-être. Donc, ça va dépendre vraiment des conditions et de la durée de leur hébergement. Donc, il y a des questions à se poser qu'on a mis ici. Donc, est-ce que l'hébergement des animaux est dans un environnement scientifique a un effet sur leur bien-être? Oui, mais jusqu'à quel point? Donc, est-ce qu'on a des enrichissements qui sont appropriés? Est-ce que les animaux ont été désensibilisés aux procédures bénignes, comme par exemple les changements de cage, grâce à du renforcement positif ou autre? Quelle va être la durée de l'hébergement des animaux? Hein, il y a certaines espèces dont la longévité n'est pas très élevée, donc vont être gardées moins longtemps, mais ça fait quand même une grande partie de leur vie, versus d'autres animaux là, qui vont être gardés plus longtemps. Puis ça, dans le fond, on vous suggère là, de faire l'attribution des points préliminaires là, basés sur vos procédures normalisées de fonctionnement. Ensuite, un autre exemple qu'on peut avoir, c'est les bouleversements sociaux. C'est sûr que si c'est une espèce en fait, une espèce animale qui est de type non social, ben en fait, cette étape-là ne s'applique pas vraiment. Par contre, si c'est une espèce, en fait, qui est sociale, donc qui doit avoir des congénères, bien, à ce moment-là, en quoi consiste son expérience sociale? Est-ce qu'ils sont hébergés en groupes sociaux qui sont stables ou est-ce que ces groupes sociaux-là sont modifiés régulièrement, ce qui fait qu'il y a des problèmes avec la hiérarchie qui doivent se refaire, donc c'est un stress qui est constant. Est-ce que, dans le fond, ces animaux-là sont hébergés dans des groupes? C'est ça. Puis en fait, ce qu'on en vient à l'idée, c'est que si les animaux sont hébergés dans un groupe social qui est stable, puis que vous ne voyez pas qu'il y a des signes de stress, ce facteur-là peut être classé comme neutre. Fait qu'on va le voir un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on classe comme neutre ou non applicable là, dans les facteurs de ces lignes directrices-là.
Ensuite, on a l'habituation, l'entraînement. Donc, si c'est des animaux qui peuvent être habitués à une procédure ou entraînés par renforcement positif à participer activement à une procédure, en fait, ce facteur-là, dans le fond, peut devenir positif. Donc, si c'est quelque chose qui est possible, vous pouvez avoir une catégorie qui est A pour l'effet, dans le fond, de ce facteur-là. Parce que, justement, votre préparation, l'animal est habitué, il va aller de lui-même à un certain endroit, tout ça. Fait que, à ce moment-là, ça peut être positif là, pour l'animal s'il est habitué ou entraîné à la procédure. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains de ces facteurs-là qui peuvent avoir un effet neutre ou qui peuvent être sans objet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le sans objet? C'est que si ces facteurs-là ne sont pas inclus dans l'activité scientifique. Donc, on a un exemple très évident. Donc, si dans un certain protocole, dans le fond, vous ne faites pas la mise à mort des animaux, donc les animaux vont être adoptés ou il va y avoir d'autres procédures, mais c'est sûr que ce facteur-là est sans objet parce que vous n'allez pas les mettre à mort là, à la fin du projet. Qu'est-ce qu'on entend par un facteur qui serait neutre, en fait? C'est des facteurs qu'on va quand même inclure, mais qui n'auront pas d'effet sur le bien-être des animaux. Donc, ceux-ci doivent quand même être considérés au cours du processus. Mais le meilleur exemple, en fait, c'est quand on regarde la catégorie d'âge et de développement. Bien, si vous avez un groupe homogène d'animaux qui sont adultes puis qui ne présentent pas de préoccupation particulière, bien, en fait, ce facteur-là va devenir neutre parce que tous les animaux adultes, dans le fond, risquent d'avoir les mêmes résultats là, concernant leur bien-être. Donc, ici, on a comme une approche en tableau, ce qui vous permet de vraiment voir là, tous les facteurs, en fait, qui sont mis là, ensemble et avec la lettre là, qui les catégorise. Donc, cette approche-là en tableau vous facilite, là, vous êtes capable de bien voir, quelles sont les catégories. Donc, ici, dans l'exemple, on voit que pour les procédures scientifiques, on a un E. Donc, est-ce qu'on est capable de soit travailler sur la procédure scientifique pour faire en sorte que ce ne soit plus un E, mais on s'entend que souvent, parfois, là, c'est pas possible. Donc, si les procédures scientifiques sont vraiment de catégorie E, bien là, on se pose aussi la question, est-ce qu'on peut travailler sur d'autres facteurs qui vont faire en sorte que globalement, l'effet sur le bien-être animal ne sera pas un E, mais pourrait être un D? Donc, si on regarde dans cet exemple-là, pour ce qui est de l'entraînement de l'animal, on a un effet, en fait, qui est non applicable. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour modifier ça ou non? Là? Fait que ça sera à vous de juger. Si on regarde aussi dans cet exemple-là, pour ce qui est des compétences et de l'expérience du personnel qui réalise la procédure, on a mis un C. Donc, est-ce que c'est possible que quelqu'un de plus expérimenté participe à ce projet-là, étant donné que les procédures sont catégorie E, ou est-ce que c'est pas possible de jouer sur ce facteur-là? Donc, c'est à regarder, en fait, pour être capable de voir si on est capable d'améliorer l'expérience vécue par l'animal. Ici, si on regarde, là, pour ce qui est du bien-être inhérent de l'animal, on a une catégorie D. Donc, le bien-être inhérent, c'est vraiment tout ce qui se rapporte là, à l'état de santé de l'animal. Si on a un modèle animal qui est d'étudier une maladie, on ne pourra pas jouer sur ce facteur-là, c'est certain, mais si c'est juste parce qu'on doit attendre un petit peu que les animaux retrouvent un niveau de santé meilleur, ben peut-être qu'on pourra jouer sur ce facteur-là. Hébergement et soins. Ici, il y a un C qui a été mis. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas changer ou c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer, mettons, en mettant plus d'enrichissement ou des choses comme ça? Fait que c'est toutes des choses à réfléchir pour essayer d'améliorer au maximum l'expérience vécue par l'animal.
Donc, en résumé, ce que vous avez à faire après avoir établi, là, dans le fond, si on revient à la diapo précédente, donc là, tous les 16 facteurs ont eu une catégorie qui leur a été attribuée, donc une lettre. Ensuite, vous devez combiner les résultats de chacun des facteurs, donc environnement, animaux, procédures scientifiques, pour obtenir la lettre globale pour ces facteurs-là. Et puis, à la toute fin, dans le fond, ce sera, il y aura juste une note là, pour la globalité de ces 16 facteurs-là. Donc, je vais vous le montrer à la prochaine diapo, là, à quoi on peut s'attendre. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la pondération de ces résultats-là, là, en fait, des lettres, donc de l'effet positif jusqu'à l'effet négatif grave, ont été, devraient être pondérés, en fait, selon la sévérité de l'effet. Donc, c'est sûr que ça serait une courbe exponentielle. Donc, l'effet négatif grave risque d'avoir une pondération là, qui est disproportionnelle par rapport à l'effet positif qu'on retrouverait en A, parce que justement, l'effet négatif grave a un impact beaucoup plus sévère là, sur le bien-être de l'animal. Donc, ici, on résume l'attribution prospective. Donc, c'est comme je vous disais, dans la ligne en orange, je vous donne vraiment la note globale là, pour ce protocole-là, là, quand on compile vraiment les 16 facteurs. Donc, vous pouvez retrouver cet outil-là sur le site web du CCPA. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet outil-là. C'est vraiment, il est là pour vous aider là, à développer, dans le fond, vos propres façons de faire. Mais ce n'est pas une finalité en tant que telle. Puis, le tout revient vraiment à votre jugement parce que bien qu'on a voulu mettre l'outil en place, qui prend vraiment compte là, de l'effet disproportionnel de plus la catégorie est sévère, là, on n'est pas capable de, dans le fond, de mentionner est-ce que vous devez mettre plus d'emphase sur les procédures scientifiques dans votre pondération que, par exemple, sur l'hébergement et les soins. Ça va être à vous de le déterminer. Si vous dites que, dans le fond, c'est les procédures scientifiques qui sont un E, qui sont plus importantes, qui ont le plus d'effet sur le bien-être des animaux, bien, en fait, ce facteur-là sera plus important dans votre pondération versus un autre que vous dites là, que, dans le fond, l'hébergement et les soins sont assez standards. Donc, ça, ce sera à vous de le déterminer. Étant donné que chaque institution est différente, là, nous, on ne peut pas, dans le fond, l'intégrer là, dans notre outil. Ensuite, dans le fond, les lignes directrices sur les catégories d'effets du bien-être des animaux vont s'intégrer aux lignes directrices sur la détermination des points limites scientifiques, des points d'intervention éthique et des points limites cumulatifs. Donc, on va regarder ça ensemble aussi. Et vont aussi, dans le fond, s'aligner et s'intégrer avec le bien-être des animaux. Donc, vous allez voir ça aussi. Donc, quand on fait la planification, encore une fois, d'une procédure, quand on rédige un protocole, donc on va regarder évidemment là, les catégories d'effets sur le bien-être des animaux, mais on va regarder aussi à planifier là, les points limites scientifiques et les points d'intervention éthique de façon prospective également. Donc, ce que vous avez ici à gauche, vous avez vraiment les catégories d'effets sur le bien-être des animaux et ce que vous avez à droite, là, c'est un petit encadré qu'on retrouve dans les lignes directrices là, pour les points limites scientifiques et les points d'intervention éthique. Donc, la planification va se faire ici et, dans le fond, en regardant vos points limites scientifiques et où vous pouvez intervenir afin de favoriser le meilleur bien-être animal, si on veut. Bien, ça va concorder aussi avec vos procédures scientifiques et la surveillance que vous allez faire là, au niveau des catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Donc, les points qui sont à considérer, c'est si on veut améliorer la catégorie, peut-être qu'on peut travailler sur les points limites scientifiques. Est-ce qu'on est capable de les établir plus tôt afin que ça diminue, dans le fond, l'effet sur le bien-être animal? Donc, ça, si on est capable, là, on va déjà pouvoir améliorer là, la catégorie.
Ensuite, est-ce qu'on peut, dans le fond, est-ce qu'on peut surveiller davantage les animaux, hein, dans le facteur de surveillance? Puis, en ce faisant, est-ce que c'est possible de le faire de la manière qui va les déranger le moins possible? Donc, si on a accès à des caméras de surveillance, des choses comme ça, où notre présence n'est pas requise, bien, à ce moment-là, si on est capable d'améliorer ça, bien, on va être capable d'améliorer la catégorie aussi là, pour ce facteur-là. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut regarder aussi là, quand on définit les points limites, puis le système de suivi là, des animaux. Ensuite, on a aussi un facteur dans les catégories d'effets sur le bien-être des animaux qui est expérience antérieure ou cumulative. Donc, ça réfère vraiment aux points limites cumulatifs. Donc, ces points limites-là sont déjà établis dans vos protocoles d'utilisation des animaux. Donc, vous pouvez les prendre directement et ça vous donne, là, en fait, le facteur là, qui est de l'expérience antérieure. Donc, vous voyez, vous avez quand même là, une partie du travail qui est déjà faite, là, en fait, en suivant les autres lignes directrices. Donc, les points limites, dans le fond, les points limites cumulatifs vont faire en sorte que, est-ce que vous dites que vous pouvez réutiliser un certain animal ou est-ce qu'il est temps, dans le fond, que cet animal-là soit retiré? Donc, ça va vous aider aussi là, pour établir là, ce facteur-là. Ensuite, on vient de faire l'évaluation avant d'entreprendre une activité scientifique. Donc, on l'a fait, toute cette étude-là, là, en rédigeant notre protocole. Et puis, dans le fond, ça a été approuvé là, par le Comité de protection des animaux. Donc là, maintenant, on est rendu à faire, en fait, l'activité scientifique. Donc, quand on est en train de faire l'activité scientifique, bien là, ça va être important de faire l'évaluation du bien-être animal, ça, comme vous le savez déjà. Donc là, ça va être important de surveiller les animaux puis d'évaluer leur bien-être là, tout au long de la période scientifique, en fait, l'activité scientifique. Donc, faire l'évaluation du bien-être, là, ça ici, cette diapo-là est tirée là, des lignes directrices là, sur l'évaluation du bien-être animal. Donc, c'est d'établir en fait au sein de votre institution là, qui va être responsable d'évaluer le bien-être. Ensuite, comment vous allez compiler cette information-là? C'est quoi pour vous les éléments clés d'une évaluation du bien-être animal? Donc, ça, c'est toutes des questions à se poser. Puis, les réponses, dans le fond, vont être différentes d'un établissement à l'autre, puis dans le fond, même pour les différentes activités scientifiques. Fait que ça va être important, là, dans le fond, au sein de votre établissement, de déterminer là, ce qui vous convient. Puis, en attribuant prospectivement les catégories d'effets sur le bien-être des animaux, on a déjà déterminé quelles sont les expériences antérieures des animaux et quels sont les facteurs environnementaux là, qui peuvent être intégrés. Ça permet d'harmoniser là, les lignes directrices entre elles. Ça ici, c'est un petit schéma d'évaluation du bien-être animal que vous retrouvez là, dans les lignes directrices là, du même nom. Donc, on l'a répété ici pour que vous voyez à quel point c'est intégré avec les points d'intervention éthique. Donc, c'est sûr que ces deux programmes-là se chevauchent, mais ils ne sont pas identiques. La mise en application des points d'intervention éthique et réponse d'exigence globale de l'évaluation du bien-être animal. Puis la surveillance des points d'intervention éthique devrait être comprise justement dans l'évaluation du bien-être animal. Donc, ce qu'on est capable de voir ici, c'est dans l'évaluation du bien-être animal, on veut mettre des mesures qui vont être axées sur l'animal. Et quand on regarde les points d'intervention éthique, bien, on va surveiller les animaux tout au long de l'activité scientifique pour être sûr et certain que si on atteint un point d'intervention éthique, mais qu'on soit en mesure de faire les interventions là, qui sont appropriées. Ensuite, dans les lignes directrices sur l'évaluation du bien-être animal, on va avoir des actions, des mesures d'atténuation pour remédier aux préoccupations qui sont liées au bien-être. Puis, dans les lignes directrices, les points d'intervention éthiques également, on va intervenir là, aux besoins là, justement pour favoriser le bien-être des animaux.
Puis ensuite, quand on regarde dans les lignes directrices d'évaluation du bien-être animal, on dit que c'est évidemment important d'avoir des registres et des comptes rendus pour noter là, toutes ces observations-là. Et dans les lignes directrices, encore une fois, point d'intervention, éthique et tout ça, ben, on demande de tenir des registres. Donc, vous voyez que les actions que vous faites pour une ligne directrice sont également faites là, pour l'autre également. Donc, vous pouvez les faire en même temps. Dans ces deux documents-là, l'accent, c'est vraiment sur la surveillance du bien-être des animaux pendant l'activité scientifique et non seulement une liste de procédures. Donc, c'est vraiment, encore une fois, là, axé sur l'expérience que l'animal là, va vivre là, et non seulement là, ce qu'il va subir pendant la procédure expérimentale. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est vraiment d'avoir la confirmation rétrospective des catégories que vous aviez mis de façon prospective là, lors de l'évaluation de votre protocole. Donc, c'est quoi l'objectif du processus rétrospectif? C'est de vraiment répondre à la question suivante, là. Est-ce que nos prédictions se sont réalisées? Est-ce que quand on avait mis une catégorie E, ça s'est vraiment avéré être E, ou ça a été finalement moins pire que ce qu'on pensait, qu'on pourrait mettre un D? Ou est-ce qu'au contraire, on avait mis un C, puis peut-être que finalement, l'hébergement n'était pas si adéquat qu'on aurait dû mettre un D. Donc, c'est vraiment important de revenir sur ce qui s'est passé pour être capable là, de mettre, dans le fond, de faire le processus là, de façon rétrospective. Le pointage rétrospectif, dans le fond, il va être fondé sur votre pointage prospectif et ajusté là, aux besoins, là, comme je le disais tantôt, en tenant compte là, de l'expérience qui a été vécue par les animaux, donc de votre évaluation là, du bien-être animal. Donc, comme je le disais tantôt, parfois, l'effet va avoir été moindre que ce qu'on pensait. Comme ça ici, dans ce cas-ci, on s'est rendu compte que la procédure scientifique, finalement, en fait, les animaux n'ont pas démontré de signes comme ce qu'on pensait que ça allait être, là, que ça allait affecter leur bien-être animal, leur bien-être, en fait. Donc, on peut avoir une catégorie qui est moins sévère. Ou au contraire, comme je le disais tantôt, si on s'est rendu compte que les bouleversements sociaux qu'on leur a fait subir ont été pires que ce qu'on pensait, bien là, on va ajuster la lettre là, en conséquence. Donc, c'est ce qui vous donnerait, dans le fond, votre confirmation rétrospective là, des effets qu'ont eu, dans le fond, sur le bien-être animal. Vous allez faire aussi, ou vous le faites déjà, une analyse rétrospective des points limites. Donc, ça aussi, ce petit encadré-là, on le retrouve dans les lignes directrices là, des points limites. Donc, les interventions, est-ce qu'elles ont été favorables au bien-être animal ou est-ce qu'elles vous ont permis de le protéger ou de le rétablir? Ont-elles été appliquées au moment où les animaux en avaient vraiment besoin? Donc, ça, c'est des questions à se poser. Puis, il faut se poser aussi la question, comment les points d'intervention éthiques choisis peuvent-ils être raffinés dans le futur pour que, dans le fond, on arrive à rétablir le bien-être animal? Donc, si on a donné de l'analgésie, est-ce qu'on s'est rendu compte que cette analgésie-là était efficace? Si oui, sinon, ben, est-ce qu'on a administré le bon dosage, du bon médicament? Est-ce qu'on peut aussi peut-être modifier le traitement là, si on s'est rendu compte que c'était peut-être pas le traitement idéal? Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on doit se poser comme question aussi. On fait aussi, évidemment, l'analyse rétrospective de l'évaluation du bien-être animal. Donc, est-ce qu'on a détecté des problèmes récurrents au sein des installations? Est-ce que ça nécessite une évaluation de la procédure normalisée de fonctionnement sur les conditions d'hébergement? Puis, on va déterminer aussi s'il y a de la formation qui serait requise là, en faisant cette étude-là.
Donc, finalement, c'est un modèle qui est cyclique là, pour l'évaluation, dans le fond, des 3 lignes directrices. Donc, puis l'objectif, c'est d'établir un processus continu d'apprentissage à être suivi par les auteurs de protocoles et les membres du comité de protection des animaux. Donc, si on regarde l'étape prospective, comme on l'a vu ensemble, c'est de faire vraiment la prévision de l'effet sur le bien-être des animaux, la planification des points d'intervention et des points limites, la mise en œuvre de plans d'évaluation du bien-être animal. Donc ça, on fait ça de façon prospective. Pendant l'expérimentation, on va examiner les animaux, évidemment, on va évaluer leur bien-être pour être capable d'intervenir aux besoins pour vraiment minimiser les impacts là, sur leur bien-être. Puis, il va y avoir une 3e étape qui est vraiment l'étape rétrospective qui va être de réévaluer les prévisions, les plans d'intervention pour encore une fois intervenir aux besoins puis les incorporer les changements là, dans les plans d'activité futures là, pour... c'est ça. C'est comme un processus vraiment d'apprentissage là, pour chacun des protocoles. Puis ça, c'est une approche itérative qui va s'améliorer au fil du temps. C'est sûr qu'au début, c'est un apprentissage, c'est de mettre des choses en place et puis plus vous allez le faire, en fait, plus ça va devenir facile. Donc, ces nouvelles normes nationales ne mettent plus l'accent seulement sur les procédures, comme on l'a vu tantôt, mais en fait, va vraiment être centrée sur la promotion vers les expériences qui sont vécues par les animaux. Donc, c'est un changement important en matière d'utilisation des animaux au Canada et l'étape suivante pour l'amélioration de leur bien-être. Donc, si on fait le résumé de la présentation, donc c'est de réorienter l'accent qui était autrefois mis sur les procédures que subissaient les animaux vers l'expérience des animaux. C'est d'utiliser les catégories d'effets sur le bien-être animal pour prédire l'effet sur leur bien-être et pouvoir déterminer quels domaines doivent être améliorés, comme on l'a vu avec notre approche là, par tableau. Comment la détermination des points limites cumulatifs et des points d'intervention éthique s'intègre au cadre des catégories d'effets sur le bien-être. Hein, donc, on l'a regardé aussi. Comment l'évaluation du bien-être des animaux est essentielle pendant les activités scientifiques, puis va aider à comprendre l'expérience que les animaux vivent et comment la détermination des points d'intervention éthique aide à évaluer le bien-être. Puis c'est une approche itérative qui entraîne des améliorations continues du bien-être dans les 3 documents des lignes directrices, comme on l'a vu. Donc, les catégories d'effets sur le bien-être des animaux, les points limites et l'évaluation du bien-être animal. Donc, encore une fois, ces 3 documents-là que je viens de mentionner ont un objectif commun, c'est vraiment d'améliorer le bien-être animal. Il y a plusieurs des exigences qui sont énoncées dans chacun des documents qui se chevauchent et qui peuvent donc être combinés. Puis, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais si vous regardez dans le fond les 16 facteurs qu'on a regardés ensemble, c'est vraiment des facteurs qui sont reliés aux différentes lignes directrices là, qui sont publiées sur le site du CCPA. Donc, si vous regardez, en fait, le document là, qui est la foire aux questions sur les catégories d'effets sur le bien-être des animaux, et vous regardez dans la section qui s'intitule « D'où proviennent les 16 facteurs qui influencent le bien-être animal », bien, vous allez être capable de retrouver à quelle ligne directrice, en fait, ces facteurs-là sont reliés. Et vous allez remarquer aussi et constater qu'il y a beaucoup de ces facteurs-là qui sont déjà évalués là, dans vos protocoles. Donc, les établissements peuvent répondre simultanément à plusieurs exigences qui sont énoncées dans les lignes directrices avec ce même processus-là. C'est ce que je viens de vous expliquer. Puis c'est ça, c'est important. On peut penser que les 3 lignes directrices que j'avais mentionnées tantôt, c'est 3 processus séparés, mais non, en fait, ils travaillent tous dans le même sens. Là, fait que c'est toutes des choses qui peuvent être faites là, au même moment. Puis, c'est ça, comme je le disais, les exigences peuvent aussi être combinées avec d'autres exigences du CCPA, là, comme dans le document là, que je vous ai mentionné. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des prochaines étapes, là, en plus du webinaire qu'on a donné aujourd'hui pour, dans le fond, la formation supplémentaire.
Donc, comme vous le savez, les catégories d'effets sur le bien-être des animaux vont être mis en œuvre en 2030. Donc, là, c'est ça, c'est marqué au cours des 6 prochaines années. C'est sûr que là, il reste 5 ans. Donc, au cours des 5 prochaines années, le CCPA va offrir des activités de formation. Donc, pour la première fois, on planifie un atelier en personne, donc à l'Atelier national 2025 du CCPA qui va se dérouler du 30 avril au 1er mai à Richmond, en Colombie-Britannique. Donc, cet atelier-là, ça va être vraiment interactif où, dans le fond, les participants vont pouvoir pratiquer l'attribution prospective des catégories d'effets sur le bien-être. On va aussi, dans le fond, avoir un webinaire qui va être offert les 29 et 30 janvier, donc en anglais et en français, sur la mise en œuvre, des mises en œuvre institutionnelles réussies pour ce qui concerne l'évaluation du bien-être animal. Donc, on a quelqu'un provenant d'une institution anglophone et un provenant d'une institution francophone qui vont vraiment là, venir vous expliquer là, comment ils ont réussi à mettre en place et comment ça s'est passé là, dans leur institution. Donc, voilà, ceci fait le tour. Donc, nous sommes prêts pour une période de questions. Si je peux amener peut-être une petite précision que je n'avais pas mentionnée. Il y en a peut-être qui vont se poser comme question, dans le fond, dans les formulaires d'utilisation des animaux d'expérimentation. Est-ce que c'est la catégorie d'effets sur le bien-être animal prospective ou rétrospective qui va devoir être indiquée? Bien, en fait, c'est la rétrospective parce que c'est vraiment celle-là qu'on veut avoir parce que c'est celle-là qui va nous indiquer quels ont vraiment été les effets là, sur le bien-être des animaux et non la prospective. Fait que ça, c'est une petite question qu'on avait eue là, que je voulais répondre. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Judith. On a déjà quelques questions. Si vous voulez soumettre vos questions, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée, le chat à la droite de votre écran, ou si vous désirez poser une question verbalement, faites-nous signe en utilisant la messagerie instantanée ou en levant la main sur l'icône participant. Donc, on va commencer avec Maryse Roy. Bonjour. 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 Avez-vous une question? Non? Non? On va vous réessayer tantôt. Caroline Massicotte. Non, je n'avais pas de questions. Merci. Ah, OK. Vous avez eu la main élevée. Donc, une question écrite. La catégorie s'appliquera à l'étude en général ou par groupe? Groupe contrôle versus groupe dosé élevé ou par animal? OK, parfait. C'est une excellente question. Donc, c'est sûr que pour un même protocole, c'est sûr que le groupe contrôle n'aura pas la même expérience que les groupes expérimentaux. Donc, c'est sûr que pour un même protocole, vous allez, en fait, ça se peut que vous ayez plusieurs catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Donc, si votre groupe contrôle, dans le fond, ne subit pas là, de processus expérimental, bien, c'est sûr que l'impact sur son bien-être va être moindre. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on vous demande. Là, dans le fond, pour chaque groupe expérimental, là, ça va prendre des catégories différentes là, selon l'expérience que vont vivre là, ces animaux-là. Parfait. Donc, une autre question. Les 5 facteurs sont-ils pondérés les uns par rapport aux autres ou sont-ils équivalents dans la détermination de la catégorie globale? Je n'ai pas bien compris comment la catégorie était calculée. OK, parfait. Donc,
Avec l'outil, on n'est pas capable, dans le fond, parce que ça va varier d'une institution à l'autre, de vous dire est-ce que le facteur hébergement doit avoir une pondération plus importante que le facteur bien-être inhérent ou des choses comme ça, ou même que les procédures scientifiques. Ça va être à vous vraiment de le déterminer. Donc, pour ce qui est de l'outil, tous les 16 facteurs vont avoir la même pondération. Ce qui est différent, c'est la catégorie, en fait. Donc, ça va aller de façon exponentielle de la catégorie A à la catégorie E. Donc, je sais pas si c'est un petit peu difficile à expliquer, là, mais mettons, il va y avoir moins de points pour une catégorie qui est positive que vraiment pour la catégorie E, qui est un effet grave là, sur le bien-être des animaux. Donc, ça, cette partie-là, dans le fond, est intégrée dans l'outil, mais quel facteur va être le plus important par rapport aux autres? Ça va être vraiment une question du jugement de chacune des institutions à déterminer. Là. Parfait. Nous avons une question de Nancy Bédard. Nancy, avez-vous une question? OK, je pense pas qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive avec les questions verbales. On va passer à une autre question. Si je comprends bien, nous devons ajouter ce tableau de 16 facteurs au formulaire de demande d'utilisation des animaux. C'est sûr que dans vos protocoles d'utilisation des animaux, il va devoir y avoir un endroit où auparavant vous mettiez la catégorie de procédures invasives. Là, ça va être vraiment la catégorie d'effets sur le bien-être des animaux. Et ça se peut que vous ayez plusieurs catégories selon les différents groupes d'animaux dans votre protocole. Ça pourrait être une bonne idée, oui, de lier, dans le fond, le tableau là, à votre protocole afin que le comité de protection des animaux voit vraiment si vous avez une catégorie D, ben d'où vient en fait la pondération maximale, qu'est-ce qui fait en sorte que globalement, c'est un D pour tel sous-groupe d'animal dans votre protocole. Puis s'il y a des endroits où il peut y avoir des actions de prise là, pour essayer de diminuer cet impact-là là, sur le bien-être. Merci. Il y a une question demandant si c'est possible d'obtenir l'enregistrement de les sessions en anglais et en français. Et oui, les deux sessions seront affichées au site web CCPA la semaine prochaine. Donc, on va passer à la prochaine question. On a aussi une question de Nancy Bédard. Nancy, pouvez-vous... Bonjour. OK. Quelle est la différence entre cette présentation et celle prévue les 29-30 janvier? OK. Les 29 et 30 janvier, c'est vraiment une présentation sur l'évaluation du bien-être animal. Donc, ce ne sera pas sur les catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Puis, c'est vraiment des gens là, qui ont, dans le fond, fait, qui l'ont établi dans leur établissement, là, qui vont venir vous parler de comment ils ont vécu, dans le fond, et peut-être des trucs là, pour vous aider à établir justement l'évaluation du bien-être animal dans vos institutions. Parce que bien que c'est une ligne directrice qui est publiée, ça fait un certain temps, on comprend que c'est des fois difficile à mettre en place, là, fait que c'est comme une aide supplémentaire à ce moment-là. Parfait. Donc, d'ici 2030, devons-nous continuer à faire l'évaluation des catégories d'investis telles qu'on fait maintenant, ou si on réussit à implanter le processus avant 2030, on peut commencer à écrire la catégorie d'effets sur le bien-être prospectif sur nos rapports annuels. OK. Afin qu'on puisse compiler des données qui vont être publiables, là, dans le fond, c'est qu'on vous demande vraiment de rester à l'ancien format dans le fond, dans les formulaires d'utilisation d'animaux d'expérimentation que vous nous remettez jusqu'en 2030.
On vous encourage fortement là, à tout de suite mettre en place les catégories d'effets sur le bien-être des animaux, mais on va vous demander encore de nous envoyer là, les catégories de... Je l'oublie tout le temps le mot, les catégories invasives, comme ce que vous faites maintenant là, jusqu'en 2030, s'il vous plaît. Dans une demande initiale de projet, comment peut-on établir la catégorie si on doit indiquer la rétrospective, donc suivant le vécu? Peux-tu répéter ça? Peux-tu répéter la question, s'il te plaît, Sandra? Oh, excuse. Si différents groupes se font... Oups, excuse, je reçois quelques questions. Dans une demande initiale de projet, comment peut-on établir la catégorie si on doit indiquer la rétrospective, donc suivant le vécu? Voulais-tu d'autres détails? Ben, en fait, c'est sûr que quand vous êtes en train de monter votre protocole, vous faites vraiment l'évaluation prospective des catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Donc ça va être vraiment selon les articles scientifiques, selon ce que vous vivez dans votre établissement. Mettons pour la procédure scientifique que vous allez faire dans différents articles scientifiques, c'est quoi l'effet sur le bien-être animal. Donc là, vous allez pouvoir déterminer des catégories de cette façon-là, prospectivement. Pendant l'expérimentation, dans le fond, vous allez faire l'évaluation du bien-être animal. Donc, vous allez ramasser des informations que vous allez compiler pour ensuite pouvoir faire votre revue rétrospective là, de est-ce que les catégories que vous aviez mises de façon prospective se sont vraiment avérées être les bonnes ou si vous devez faire des réajustements. Et c'est vraiment cette catégorie-là de façon rétrospective qui va être compilée puis qui va nous être envoyée, là, dans le fond. C'est pas la prospective. Je sais pas si ça répond à la question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours faire un suivi dans le chat. Si différents groupes se font attribuer dans des catégories différentes, quelle catégorie globale doit être donnée? Est-ce que je répète ça? Non, c'est correct. Ben, en fait, chacun des sous-groupes dans un protocole va avoir une catégorie finale. Ce qui fait que, dans le fond, mettons, pour le groupe contrôle, vous avez une catégorie globale qui va être mettons, un B. Dans un groupe d'un certain dosage, vous pouvez avoir une note globale qui va être un C, puis pour une autre concentration, mettons, de produit, ça va être un D. Donc, vraiment, ça ne sera pas de compiler tout ça en un même, en une même lettre, là, mais de vraiment les séparer là, en sous-groupes. Un peu la même question, mais je ne suis pas certaine de comprendre pour un protocole. Plusieurs catégories peuvent être mises selon le niveau de bien-être. Différentes il y a quelques mots qui manquent ici. Je ne suis pas certaine de comprendre. Pour un protocole, plusieurs catégories peuvent mettre en place selon le niveau du bien-être en ayant les mêmes manipulations. Oui. Donc, je pense que je comprends. Si on prend, par exemple, une étude qui porterait avec des chiens ou des primates non humains où vraiment chacun des individus a, mettons, une expérience de vie antérieure différente, a peut-être un transport différent, ils viennent de différents endroits et tout ça, ben là, c'est sûr que ça va être plus selon l'individu qu'on va regarder vraiment l'effet sur son bien-être. Par contre, si on s'entend que si on a un bassin avec 300 poissons, ben à ce moment-là, on peut prendre le bassin au complet comme un tout, là, comme un individu. Là. On peut faire ça aussi, l'évaluation en tant que groupe comme ça, parce qu'ils vont avoir pas mal tout subi un peu la même expérience de vie. Là. Je sais pas si ça répond à la question.
Donc, dans la forme EUDF, pourrait-on avoir au-delà de 1500 lignes s'il y a 3 catégories par étude? Bien, c'est sûr que si vous avez un énorme protocole qui combine un paquet de procédures différentes et tout ça, peut-être. Fait que ce sera peut-être à vous de voir est-ce que certains protocoles peuvent être divisés en plusieurs parties, ce qui fait en sorte que ce serait plus facile là, d'élaborer les catégories d'effets sur le bien-être des animaux. Tu sais, il me vient en tête, là, des fois, tu sais, on voit des protocoles qui ont un bout de l'étude, c'est une étude terrain. Là, il y a un autre bout d'étude que c'est une étude en bassin et tout ça. Fait que là, ça sera de séparer en peut-être différents protocoles pour que ça soit plus facile de faire l'évaluation, puis la compréhension aussi par tout le monde, puis par le comité de protection des animaux. Les 16 facteurs doivent donc être évalués pour chaque groupe au sein d'un même protocole et vus séparés et non globalement. C'est ça? C'est ça. C'est sûr que Parfait. si, dans le fond, tous vos groupes ont exactement le même hébergement, ben là, c'est facile, tu sais, vous mettez, puis entre protocoles, tu sais, si, mettons, votre hébergement, les cages de souris, c'est toujours les mêmes avec le même enrichissement et tout ça, à travers tous les protocoles, ben, vous élaborez cette catégorie-là une fois, puis elle va être bonne si vous mettez vraiment si vous êtes dans votre procédure normalisée de fonctionnement, puis c'est toujours la même, ça va toujours rester la même, peu importe le protocole, peu importe le sous-groupe. Par contre, la catégorie pour l'intervention scientifique peut changer, la catégorie sur l'expérience vécue par l'animal pourrait changer aussi d'un sous-groupe à l'autre à ce moment-là, mais il y a quand même des choses qui, globalement, vous allez pouvoir les décider une fois, puis que ça va être bon pour tous les protocoles, pour les choses plus générales. Et comment est-ce que ces nouvelles lignes vont être appliquées pour un projet réalisé sur le terrain où on manque des individus pour un suivi? On pourra difficilement suivre l'effet sur le bien-être animal après que les animaux sont relâchés dans la nature. Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de ligne directrice différente pour les animaux de la faune, mais ce sera de voir quels de ces facteurs sont applicables ou sont non applicables. Comme par exemple, pour les animaux de la faune, qui ne sont pas hébergés à quelque part, ben, pour ce qui est du facteur hébergement et soins, ben, dans le fond, vous mettez non applicable parce que vous n'avez pas hébergé ces animaux-là. Fait que vous évaluez ce que vous êtes vraiment en mesure d'évaluer à ce moment-là. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si les animaux sont utilisés dans plusieurs protocoles, est-ce que nous devons additionner ou regarder chaque protocole individuellement? C'est une excellente question. C'est sûr que si ils sont utilisés simultanément dans différents protocoles, on va prendre cette question-là en note, je vais vous revenir. Mais s'ils ont été utilisés dans un protocole, que ça s'est terminé, il y a une période de repos, puis sont utilisés dans un autre protocole, mais ça deviendra les points limites cumulatifs de ce qu'ils ont vécu dans le premier protocole et tout ça. Mais j'avoue que si c'est en simultané, on pourra vous revenir avec une réponse. Je prends en note. Si nous devons continuer à soumettre les CTI dans le rapport annuel jusqu'en 2030, est-ce que le CCPA est conscient que cela ne constitue pas un incitatif à travailler à l'implantation des catégories d'évaluation du bien-être animal? À mon avis, le CCPA devrait accepter les deux en parallèle jusqu'en 2030. Donc, peut-être c'est une question pour M. Véron. Oui. Je passe le micro. Oui. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Mais l'idée ici, c'est bon, pour garder l'intégrité des statistiques qu'on tient, on veut justement faire le changement en même temps. C'est pour ça qu'on nous demande en 2030.
C'est certain qu'on donne 6 ans. 6 ans non plus, ça ne sort pas de n'importe où. Habituellement, on va vous rencontrer 2 fois dans ce cycle-là. Une rencontre avec un panel, puis une rencontre intérim. Et l'idée, c'est justement d'essayer de trouver un compromis pour toutes les institutions. Les institutions ne vivent pas toutes la même chose. Il y en a pour qui ça va être plus complexe, probablement, à mettre en œuvre cette politique-là. Puis là, la question, est-ce qu'on peut l'avoir les deux en parallèle? Est-ce que vous parlez pour nous ou une institution déciderait d'avoir les deux en parallèle? Bon, une institution peut décider soit de piloter ça et d'avoir pour une partie, voir si le système qui entend mettre en place, à ce moment-là, c'est parallèle dans l'institution. C'est pas quelque chose non plus qu'on veut exiger aux institutions. Mais sinon, l'espèce de 6 ans, c'est un compromis justement pour donner suffisamment de temps aux institutions qui croient qu'ils ont besoin de davantage de temps. Et aussi, c'est lié au cycle de nos visites d'évaluation. Parfait, merci. Une autre question. Est-il possible d'avoir une personne sur CPA qui peut répondre à nos questions durant la phase d'implantation minimalement par courriel? Je peux répondre. Habituellement, oui. Vos institutions sont visitées aux 3 ans, puis on essaie que chaque directeur, tant que possible, fasse un cycle complet, c'est-à-dire une rencontre avec un panel suivi par la suite le même directeur d'évaluation avec une rencontre intérim. Donc, actuellement, c'est votre personne référente. Donc, effectivement, vous pouvez lui écrire. Ces personnes-là vont vous rencontrer entre-temps. Pendant la visite, c'est toujours une bonne occasion de poser ce genre de questions-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que c'est tout. Je pense que ça met fin à la séance. Donc, je remercie sincèrement la Dr. Farley pour sa présentation et toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Et dans quelques jours, nous ferons parvenir un formulaire d'évaluation. Donc, veuillez le remplir pour nous aider à améliorer notre prochain événement virtuel qui sera sur le bien-être des poissons et les installations aquatiques qui aura lieu les 20 et 21 novembre. Donc, l'inscription pour ce webinaire ouvrira la semaine prochaine, donc restez à l'écoute. Et l'enregistrement pour cette session-ci et la session d'hier en anglais sera affiché sur le site web la semaine prochaine, tôt la semaine prochaine. Donc, encore une fois, merci de votre participation et bonne journée.